Y'a personne. Il y a personne. Il n'y a pas de vidéo, du coup, c'est dommage. Oh, dis donc, j'étais en train de manger une salade d'asperges. Dis donc. Alors, ouvre la bouche. Délicieux. C'est hyper bon, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Cut. Pour ceux qui te connaissent pas, voilà, né le 5 octobre 90 à Bordeaux, grandi en caserne, fait les Compagnons du Devoir, se passionne de façon tout à fait autodidacte pour la cuisine, décroche une étoile au guide Michelin, avec des vidéos YouTube de comment cuire un poulet et tout. Exact. Parce que tu t'étais formée d'abord en pâtisserie. Et puis un jour, tu t'es dit, je vais grimper le Kilimandjaro en 48 heures. Alors que ça se fait en 11 jours. Je sais pas, je me suis réveillé un matin, je me suis dit que c'est une bonne idée d'enfiler une paire de pompes. Je m'y suis mis il y a 1 an et demi, un truc comme ça au sport. Après 15 ans d'inexistence sportive dans ma vie. Je crois que c'était un moment où j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de penser à autre chose que la restauration. Mais j'avais surtout besoin de souffler. C'était un moment de ma carrière où il y avait beaucoup de sujets et où j'avais l'impression que vraiment on me tirait sur l'épaule toute la journée en mode hey, Guillaume, et beaucoup de gens attendaient des réponses en fait de ma part. Et à un moment donné, j'ai bugué en fait. Et il me fallait 1 heure pour moi. Sauf qu'à la maison, j'avais le petit. Et puis j'avais plus envie de faire la teuf. J'avais plus envie d'aller boire des coups. C'était juste un ras-le-bol quoi. Et ce ras-le-bol a fait que j'ai foncé m'acheter une paire de pompes et que j'ai été courir. Et que 2 semaines après, j'étais inscrit sur ma première course. Et puis ça a commencé à prendre beaucoup de place, quoi. L'avantage, c'est que je me suis vite bien entouré, que du coup, il y a un coach qui est arrivé rapidement dans l'histoire. Et puis 2-3 temps corrects qui ont fait que, on a pu se dire, il y a peut-être un truc à faire. Et voilà, ça nous emmène à effectivement grimper le Kilimandjaro en 14 heures, quoi. Ah, parce que finalement, c'était en 14 heures ? L'ascension s'est faite en 14 heures, ouais. Le départ de la montagne jusqu'en haut et retour, ça s'est fait, en un peu moins de 24 heures. Avec perte et fracas, hein. Oui, j'ai vu. Mais ça s'est fait. Pour faire de la place à tous ces nouveaux projets sportifs, en soi, t'as rien enlevé. Tu sais que ton dressing est plein, mais tu continues à acheter des fringues et juste tu te dis c'est bon, ça passe. Parce que là, on t'écoute, on a l'impression que t'as fait une pause dans ta carrière pour faire du sport, mais en fait, t'as toujours le resto, enfin les restos, t'as bientôt 2 enfants. J'ai rien enlevé. Je sais pas, j'essaie juste de gérer mon planning différemment et de faire en sorte d'avoir le même niveau d'excitation et d'implication pour tous les projets. On a tendance à trouver ça normal d'avoir un restaurant depuis longtemps. C'est parce qu'on est entouré de grands chefs qui ont des restaurants depuis 25 ans. Tu sais quoi, moi ça fait 7 ans et en fait 7 ans c'est une éternité dans la vie d'un jeune en 2025. 7 ans, j'étais pas le même homme quand j'ai ouvert Nezo, clairement. Et je sais pas, j'ai juste eu envie de traiter le projet différemment. Non mais Guillaume en montagne quoi. Je pense être quelqu'un de très naïf, tu vois. Et ce côté genre ultra candide fait que je me suis lancé dans la restauration sans connaître ce métier, fait que j'ai ouvert Nezo pour aller chercher une étoile alors que c'est pas mon job, et fait que quand on me dit genre t'as un week-end de libre, viens grimper le Mont Blanc alors que tu l'as jamais fait. Idéal. Non mais j'y vais, tu vois. Et pareil quand je regarde la map et que je vois genre un sommet à 5009, sachant que j'avais déjà été dans le mal sur le Mont Blanc qui est 1000 mètres plus bas. Je me dis ouais c'est ok en fait ça passe et j'ai la même réflexion à chaque fois, donc c'est peut-être de la bêtise tu vois, ou juste une énorme envie de découvrir des trucs même si je suis pas prêt pour, et j'ai jamais eu peur du danger, j'ai jamais eu peur de rater, donc j'y vais quoi, et je fais ça sur tous les sujets qui touchent à ma vie. Qui tu veux rendre fier? Mon fils sûrement. Le sport a beaucoup changé notre relation, j'ai plus de trucs à lui raconter. Et du coup, il a plus de trucs qui font que quand il arrive à l'école, c'est cool de raconter les histoires de papa. Et du coup, maintenant, dès qu'il prend l'avion, il regarde les montagnes et il dit « Je pense que papa était là ». Bref, ça crée autre chose, quoi. Trop fier de le rendre fier et trop fier d'avoir ce genre de conversation avec lui et de relation. C'est devenu vraiment cool. Il collectionne des médailles. Je sais pas, il s'intéresse au sport différemment. C'est cool. De quoi t'as peur? J'ai peur de rien faire, et donc quand je sens qu'il y a un projet, tu vois, pas qui est en perte de vitesse, mais qui rentre dans une sorte de routine, j'ai besoin de mettre mon énergie à 100%, tu vois, en le décalant sur autre chose. Et je crois que j'ai toujours fait ça. Pourquoi t'as peur du vide?
Parce que le vide, c'est chiant, tout simplement. Oui, mais au-delà de... T'as pas peur de l'ennui? J'ai sûrement un peu peur de l'ennui. Mais parce que t'as peur qu'il se passe quoi? Bah rien. Tu sais, c'est cette peur du vide. Moi, j'ai pas peur quand je regarde en bas, j'ai peur quand il y a rien autour. L'étoile, tu vois, enfin, même si c'est une période différente où la jeune génération a tendance à aller la chercher rapidement, peut-être qu'il y a 7 ans, c'était un peu moins vrai. Et tout le monde me disait, genre, si tu l'as en 2 ans, c'est bien l'étoile, tu vois. Et puis on l'a eu dès l'ouverture. Et pareil pour le sport. On m'a dit, genre, tu vois, un marathon, c'est bien si tu le fais après 1 an de course, parce que musculairement, ça se fait. Et en fait, je l'ai fait, genre, 3 mois après avoir commencé. Oui, et puis sans avoir un régime alimentaire particulier, sans tout à fait arrêter de fumer, sans tout à fait arrêter de... Non, mais c'est vrai, c'est fou quand même. J'ai complètement arrêté de boire, par contre. Plus d'alcool. C'est vrai. Il y a plus d'alcool dans ma vie, genre vraiment. Genre, Hyper bien. ouais ou pas, tu vois, parce que parfois, C'est chiant. parfois tu deviens chiant, clairement. Et moi, j'ai vraiment ce truc, c'est que je sens que je suis devenu chiant quand je vais à une soirée. Et ouais, par contre, la clope, toujours pas. Et l'alimentation, j'essaye de faire gaffe. Qu'est-ce qui t'agace? C'est pas que ça m'agace, mais j'ai assez peur des gens qui se posent trop de questions. Ah. Et du coup, j'essaie de pas trop les intégrer dans ma vie. Je me pose assez peu de questions. Tu sais, je suis un peu un fonceur. Ouais. Et le c'est impossible m'a toujours beaucoup frustré. Tu vois, c'est impossible, pourquoi? Mon coach, quand je lui ai dit, genre, viens, je m'inscris à un Ironman, il m'a dit, genre, tu sais pas nager. Je dis, bah, c'est pas grave. Et du coup, c'était rigolo. J'ai besoin de faire et de voir, en fait, pour me rendre compte de ce qu'on est capable de faire ou pas. Pas de ce qui est possible ou pas, en fait. C'est juste en fonction de notre culture et de notre savoir-faire. C'est ça, en fait, le seul blocage. Pourquoi t'as un gros bébé un peu terrifiant tatoué sur le ventre? Je crois que c'était genre un lien avec mon envie de paternité. J'ai eu Vigo quand j'ai eu 29 ans, ouais, c'est ça. Et c'était les bons moments, tu vois, mais j'ai toujours voulu être papa. Et je crois que ce tatouage veut dire ça. Là, t'attends une fille. Ouais. C'est autre chose qu'un garçon. Vraiment, merci pour cette belle phrase, Marshall. On est... C'est effectivement autre chose qu'un garçon. Tu te sens prêt? Non, t'es jamais prêt. Enfin, en tout cas, moi, je suis jamais prêt. Mais ça va être ok. Tu vois, j'ai survécu au premier dans une atmosphère ultra particulière pendant le confinement, avec une séparation. Bref, tout était un peu plus intense. Et c'est passé. Donc là, ça va bien se passer aussi. Est-ce que tu t'aimes? Je crois que pour faire ce que je fais, il faut se respecter. Et moi, je respecte qui je suis, tu vois. Et je crois que j'apprends de plus en plus à m'aimer. Mais parce que j'ai réussi à faire un pas de côté. Le métier de la restauration, c'est un métier de servitude. Tu vois, et c'est un métier où t'es obligé de penser aux autres avant de penser à toi. Ça a été 20 ans de ma vie à penser uniquement à ce qu'allaient me manger les autres, à s'ils allaient passer un bon moment ou pas. Et je sais pas, ouais, ça fait 1 an et demi que je pense un peu plus à ma gueule. Et donc ouais, je réapprends à m'aimer tranquillement comme ça, quoi. Donc ça passe par quoi? Bah, prendre du temps pour soi, tout Il simplement. paraît que tu dors plus. De ouf. Ça, c'est la grande nouveauté. Ça, c'est la grande nouveauté. Et c'est pas juste tu vas passer du temps au lit, c'est genre j'arrive à dormir. Mais parce que je pense que je me fusille tellement au sport que dès que je me couche, je m'endors, quoi. C'est quoi la plus belle qualité du monde? Putain, c'est quoi là? Je sais pas, la générosité, j'imagine. Est-ce que je suis quelqu'un de généreux? Ouais, je pense que je suis quelqu'un de généreux. Et pourquoi les gens, quand ils parlent de toi, ils connaissent pas toutes tes qualités? Je pense que je les laisse pas approcher, principalement. Et puis, Paris, c'est une ville particulière, hein, en vrai. Surtout les milieux dans lesquels on traîne, qui sont des milieux qui sont assez égocentrés, assez envieux. Et je sais pas, je pense que j'ai naturellement fait barrière à plein de trucs pendant des années. J'ai fait barrière à la critique, j'ai fait barrière à toutes ces personnes qui peuvent avoir des a priori sur 1 million de sujets, ou qui pensent savoir, ou... J'en sais rien. Je pense que je suis clairement quelqu'un d'assez sauvage. Pendant un temps, j'ai eu ce besoin, tu vois, pour survivre un peu à ce milieu-là, aussi de créer une sorte de carapace et de double personnalité qui font que
je pouvais pas me laisser abattre par quoi que ce soit, tu vois, il y a rien qui pouvait me toucher et c'était assez pratique. Et puis il y a un moment donné en fait où juste tu te dégages du regard des autres et où comme moi en fait t'en as plus grand chose à faire de ce que peuvent penser les gens et où juste t'avances quoi. Et je crois que le moment justement où t'arrives à ce truc de lâcher prise et de liberté en fait ça devient assez cool. Et c'est vraiment la période dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je me sens redevable de rien du tout. J'ai l'impression d'avoir pris la place de personne. Ouais, tu sais, j'en suis là grâce aux gens qui m'entourent, grâce aux gens avec qui je bosse. Et c'est ok. Merci Guillaume. Ouais, avec joie. Et bah bienvenue dans cette deuxième vidéo T'es l'envers. Qu'est-ce qu'on va faire? Asperges blanches. Bravo. Original. Et ça fait longtemps que tu bosses dans la bouffe, toi, non? Ça va être long. Asperges vertes. Et bravo. Tu m'as demandé simple, efficace, on l'a fait simple, efficace. De toute façon, en fait, la fainéantise des chefs fait que dès que les asperges sortent, en fait, toutes les recettes qu'on va te faire, c'est des recettes d'asperges. Donc ouais, on va se faire une petite salade hyper fraîche, tu sais, asperges blanches, asperges vertes. Là, on a fait chauffer l'eau. Ok, Ouais. On va commencer. Tu préfères faire quoi, les asperges blanches ou les vertes? Je peux faire les deux. Eh ben, génial. Je sens que genre cette asperge, elle veut pas. C'est-à-dire? Bah tu vois, regarde. Et pourquoi t'es en train de déplucher une verte? Ah bah je sais pas. Tu savais pas? Non, les vertes, elles s'épluchent pas. Ok. Les blanches s'épluchent. Notre eau salée, qui est en train de chauffer. Il y a l'eau qui bout. Donc, asperges blanches. Non, juste les blanches pour l'instant. 2-3 minutes, ça va être bien. Là, surtout avec cette taille-là. Ok. L'idée, c'est qu'elle reste croquante quand même. Tes asperges. Tac. Si t'as une glaçante, c'est mieux. Là, t'es chez moi, donc j'en ai pas. Le but de la glaçante, c'est de stopper la cuisson. Du coup, là, je les arrête un peu avant qu'elle soit complètement cuite, de manière à ce que pendant le refroidissement, tu vois, elle continue à cuire. Lui, on va le chercher avec le zeste et le zeste, parce qu'on aime bien les deux. Là, pour le coup, vraiment, c'est genre très fin. Ok. Tu veux des suprêmes? Ouais, s'il te plaît. Ah, je voulais trop que tu dises ça parce que... Ok, vas-y. Franchement, rien que ça fait une vidéo, quoi. Ouais, de 45 minutes. Donc là, on a les suprêmes de pamplemousse. Là, on a le zeste et le zeste du citron jaune. Là, on a les cébettes et les échalotes. Là, on a le jus de pamplemousse. Et les asperges blanches et vertes croquantes. Donc le cresson, tu sais, on va aller chercher les feuilles un peu gourmandes, un peu, tu vois. Vraiment, genre, tu me fais un beau Là, truc, vraiment, on quoi. est allé chercher la feuille la plus gourmande qui a été bouffée par 14 chenilles. Affamée. Non, mais là, la vinaigrette, donc il y a vinaigre de riz, Ouais, il y a l'eau des asperges lacto-fermentées. Non, de pickles. oui, pickles. Un peu de miel, Jus de pamplemousse, huile de sésame, huile de sésame. on dirait un camoulox, avec des petites cébettes et échalotes. Exactement. Délicieux. Ok, tu prends tes asperges, tac. Hop, c'est tu drôle. les mets dans ta petite vinaigrette. On se les laisse mariner là, le temps de préparer le reste. Hop, directement dans notre vinaigrette. Un coup de sel, tac, là-dessus. Quand tu manges une clémentine, il y a des petits quartiers et des gros quartiers. Quand tu vas à Manhattan, il y a des petits quartiers, des... Ça, c'est chaud, ouais. Vous la gardez celle-là, s'il vous plaît. C'est le côté genre un peu problématique. Mais voilà, allez hop, ta petite salade. C'est beau, hein? C'est canon, hein. Je prends un peu de tout pour avoir le croquant. Ah, la bouchée parfaite. C'est une salade, frère. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut.